Bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, où on continue de parler de la théorie de l'évolution versus la réalité de la création de Dieu. On y va. Donc, toujours à parler un petit peu encore des fois des hommes des cavernes, des hommes préhistoriques, s'il y en a eu. Donc, dernière diapo qu'on avait vue la semaine passée, c'est l'origine des espèces ou l'origine qui est à l'origine du racisme. La propagande médiatique nazie déshumanisait, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ceux des Juifs en les caricaturisant comme étant des rats. Il s'agit de ce qu'on appelle la psychologie de la cruauté. La psychologie de la cruauté, c'est vraiment un terme psychologique. C'est vraiment quand tu vas jouer dans la tête à quelqu'un ou à une nation pour le faire croire, pour les convaincre que l'autre, qui est un être humain, n'est pas l'équivalent d'un être humain. C'est moindre qu'un être humain. C'est un animal ou c'est une... Peu importe. Mais ça va loin. Si on parle d'une autre proportion, si je vous dis qu'un embryon, c'est juste un paquet de cellules ou c'est comme un cancer, comme un clump of cells, ben c'est la même affaire. J'abaisse l'humanité à un niveau qui est plus humain. Donc à ce moment-là, t'en débarrasser, que ce soit des Juifs, que ce soit des Noirs, que ce soit peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance, ou des enfants, ça n'a pas vraiment d'importance parce que c'est moindre que des humains. Donc, on appelle ça la psychologie de la cruauté. Lors des Jeux olympiques de Berlin en Allemagne, et on va en parler, vous allez voir, ça continue. En 1936, 4 médailles d'or ont été remportées par Jesse Owens. Hitler, enragé, a passé le commentaire suivant: il n'est pas juste de faire compétitionner mes hommes contre cet animal. Psychologie de la cruauté. Pourquoi? Parce que les Noirs sont plus proches des singes. C'était ça l'idée. Puis les blonds, blancs, grands, ben c'est le pinacle là, de l'évolution, cru par un petit brun au side coiffé, une petite moustache. L'empreinte de l'homme. Sur le continent africain, imprégné dans les cendres volcaniques pétrifiées, ont été retrouvées des empreintes de bipèdes. Et là, il y a un problème avec ces empreintes-là. Vous voyez bien, c'est clair. On dirait quelqu'un qui a marché sur la plage. Vous voyez ça? C'est que les traces avaient l'air normalement humaines, mais le sol avait déjà été daté de 3,75 millions d'années. Et l'apparition de l'homme ne date pas de 3,75 millions d'années, de beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Donc, selon la théorie de l'évolution. Mais c'est parce qu'il y a comme une couche qui s'est enlevée par-dessus la couche, puis ça a révélé ça, mais il était déjà convaincu qu'il avait établi que ça valait 3,75 millions d'années. Fait que là, quand ils ont vu les traces de pas, ils sont regardés, on disait ben, ça peut pas être des traces humaines, même si ça a l'air des traces humaines. Ainsi donc, la conclusion évolutionniste est que ces empreintes ne peuvent pas être humaines. La véritable conclusion scientifique devrait être que si les traces de pas sont à 100% identiques à celles de l'homme moderne, c'est donc qu'un humain les a faites. Ben non. Ben non, parce qu'on a daté la roche de 3,75 millions d'années. OK? Pourtant, toutes les recherches démontrent que ça a l'air vraiment des traces de pas humains. Donc, il s'agit là d'un exemple où la théorie de l'évolution devient la pierre d'achoppement d'un sain raisonnement et d'un jugement de gros bon sens. Fait que c'était peut-être un dinosaure qui avait comme des pieds d'humain. Ça a été proposé en passant. Là. Quand tu sais, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc, homme des cavernes et âge de pierre. Y a-t-il vraiment eu des hommes de cavernes et un âge de pierre? Il est fort possible. Après le déluge, les éléments de fabrication furent plus rares et que certaines familles eurent élu domicile dans des grottes. Là, je parle pas de Shem, Cham, Japheth, puis Noé, puis sa femme, puis eux autres, il y avait comme un gros quadruplex à partager pendant plusieurs années qui était large, c'était correct. Hein? Mais après, tu sais, quand que les hommes ont commencé à reconquérir la terre.
Donc, ça se peut qu'ils ont élu domicile dans des grottes, que les seuls outils rapidement disponibles ne furent que des outils de bois, des outils de pierre. On repart, là. On recommence la civilisation après le déluge. On s'entend que le déluge a déformé la Terre et dans les mouvements de l'eau et le fait que l'eau s'est évacuée rapidement, ça a peut-être créé des fissures ou des grottes aussi. Ça a peut-être aidé au phénomène. Les hommes, suite au déluge, devaient reconstruire la civilisation et il y a de fortes probabilités que plus tard, les grottes ou les cavernes furent utilisées par les chasseurs tels des camps de chasse temporaires. On passe par là, on va à la chasse, on suit les troupeaux, on se met coucher dans une grotte, quand il y a un trou là, on va se faire un petit feu, on va être correct. Donc, comme aujourd'hui, les camps de chasse, là. Donc, cette dernière supposition expliquerait bien les raisons des multiples fresques peintes sur les murs des grottes avec des thématiques de chasse. Ça remarquera, hein? Les fresques dans des grottes, c'est tout le temps quelque chose qui a rapport avec la chasse, grosso modo, à chaque. Pourquoi? Parce que c'était des camps de chasse. Donc, c'était ça l'histoire. Ils planifiaient leurs affaires, puis ils planifiaient le prochaine chasse. Le tout expliquerait les raisons pour lesquelles nous avons trouvé plusieurs outils de pierre dans des grottes, car la pierre étant disponible partout, vrai, il n'y avait aucune raison de s'encombrer avec le poids de celle-ci. Tu prends une roche, tu fais un outil, tu le laisses là parce que tu ne le traînes pas, puis quand tu vas arriver à la prochaine place, il y a encore de la roche, et que tu vas te faire un autre outil. Tu n'as pas besoin de transporter toutes tes roches. Donc, il était beaucoup plus simple de se déplacer léger et de fabriquer d'autres outils au besoin. Tu sais que des fois, c'est juste le gros bon sens, puis on va arriver à une conclusion qui a bien d'allure. Primitif par défi, mais fort en intelligence. Tu sais, on pense aux hommes de caverne. Savent pas communiquer, qu'ils connaissaient rien. C'était pas des caves. Vous allez voir que c'était des hommes assez intelligents. Les dernières découvertes des peintures de cavernes attribuées au Néandertal comportent tellement de perspectives artistiques que certaines techniques utilisées n'ont été découvertes qu'à la Renaissance. Il n'y a pas des sans-dessins, là. Là, on voit beaucoup d'intelligence là-dedans. Il a même été découvert que lorsqu'une source de lumière, telle une flamme, passe devant les fresques, celles-ci prennent vie comme par une animation. Je ne sais pas si vous voyez comme on dirait que c'est comme divisé en trois. Quand tu passes la flamme devant, c'est comme si ça bouge. As-tu des sans-dessins, nos hommes de caverne? Pas vraiment. Pas vraiment. Une récente étude de probabilité répertoriée dans plus de 200 cavernes, pas une petite étude, une grosse étude, ils ont vraiment fait des grosses analyses, les ordinateurs ont permis de faire des analyses poussées, a identifié 32 différentes formes récurrentes parmi les dessins et peintures faites sur les murs de ces cavernes. Puis 200 cavernes, pas toutes dans le même bout, là. Répertoriées sur 200 cavernes dans des continents complets, même des continents différents. Donc, on voit qu'il y a des choses qui reviennent, puis vous allez pouvoir les identifier vous-même. L'étude de plus de 800 marquages a été concentrée sur la récurrence de 3 éléments simples, des points, des lignes et des formes en Y. On va les voir ici, là. Voyez-vous, donc certaines. Donc, ces formes-là, ces points-là, ces marquages-là reviennent constamment dans les grottes. Puis là, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui s'est dit, hey, pourquoi ça revient tout le temps? Pourquoi il y a quelque chose de récurrent là-dedans? Ils ont mis ça dans un ordinateur, puis ils ont sorti des possibilités. Lorsque près d'un animal, en particulier chevaux, bovins, cervidés, l'amalgame de ces 3 symboles représenterait un calendrier saisonnier et lunaire. Oh, pas si sans dessin, nos hommes de caverne. Les points et les lignes qui ne dépassaient jamais 13 unités représentent les 13 mois lunaires de l'année associés à la saison de reproduction des animaux. Pour ce qui est des formes en Y, ceux-ci représenteraient la période de mise à bas des animaux, donc lorsque les biches mettent bas. Pas pire, hein? On a tout le temps pensé que c'était des caves. Pas parce que tu vis dans une grotte que tu es un cave. Cave. Ok, c'est bon.
Ces hommes d'une grande intelligence, voilà, communiquaient par une écriture primitive, les chroniques des événements passés et le futur de ceux à venir. Ils savaient où ils s'en allaient, puis ils savaient ce qu'ils faisaient, puis ils savaient ce qui se passait. Bien que nous ne comprenions pas l'ensemble de ce que représentent ces formes, symboles et pictogrammes, pas l'ensemble, mais au moins on vient de comprendre une partie. Nous sommes forcés d'admettre que ceux-ci représentaient davantage qu'un simple passe-temps artistique. C'est une forme de communication. Il s'agissait bel et bien d'une forme de science biologique. Donc, science biologique, donc étudie la vie via un calendrier phénologique, donc selon les phénomènes qui se reproduisent. C'est de la science appliquée, marquant les cycles de vie des animaux au cours d'une année. C'était des scientifiques. Il y avait une science appliquée dans ce qu'ils faisaient. Les hommes de caverne et la Bible. Il est bien possible qu'après le déluge, tels des tribus aborigènes, que des hommes en marge ou bannis de la nouvelle société aient existé. Des renégats, des pas fins, quelqu'un du monde qu'on ne peut pas y mettre en prison, fait que dit, toi, tu vas aller vivre. Tu sais, vous autres, allez vivre, ouais, comme 15, allez vivre là-bas, c'est ça, des 15. Le livre de Job nous décrit ce genre d'individu. Ça nous dit, dans Job 30, verset 5, on les chasse du milieu des hommes, on crie après eux comme des voleurs, comme après des voleurs. Ils habitent dans d'affreuses vallées, dans des cavernes de la terre et dans les rochers. Ils hurlent parmi les buissons, ils se rassemblent sous les ronces. Être vils et méprisés, on les repousse du pays. Donc, il est vrai sans conteste que plusieurs os humains ont été retrouvés dans des cavernes. Donc, tu vas dans une caverne, puis tu trouves des os dans une caverne, tu dis, il y a du monde qui ils ont vécu là, puis ils sont tellement vécu là, ils sont morts là. Ça peut être une conclusion possible. Vrai? Regardez bien qu'est-ce que la Bible a dit de ça. Une des raisons étonnantes pourrait simplement être reliée au fait qu'une coutume ancienne était d'inhumer les morts dans des grottes. Genèse 23, 1. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Puis qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Après cela, Abraham donc Genèse 23, 19. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale, acquise des fils de Heth. Donc, il avait payé à prix d'argent. Genèse 25, 7. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 75 ans. Abraham expira, 175 ans, désolé. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Il fut recueilli auprès de son peuple. De quelle façon? Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Ephron, fils de Tchoar, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Donc là, tu as deux fois, tu as des os, tu as deux cadavres, ou tu as deux paquets d'os. Genèse 50, verset 12, c'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils la transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acheté d'Ephron, le Hétien, comme propriété sépulcrale, qui est vis-à-vis de Mamré. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Là, tu as 3 squelettes dans une grotte. C'est parce que c'était des hommes de caverne? Non. C'est parce que c'était la coutume de mettre d'inhumer les cadavres ou leurs morts dans des grottes. C'était des endroits sépulcrales. Morale d'histoire, après ça, c'est devenu quoi? Après ça, ça a été des tombeaux taillés dans la roche. Où Lazare avait été mis. Jésus avait été mis dans des tombeaux taillés dans la roche. Donc, ils ont taillé des grottes volontairement. C'était pas une grotte naturelle, c'est des grottes artificielles où ils mettaient encore les os. Puis lorsque la chair était partie des os, ils récupéraient les os. Ils mettaient ça dans un ossuaire. Donc, c'était un boîtier. Donc, c'était un boîtier. Ils mettaient
les deux tibias ou les deux fémurs comme ça, le crâne sur le dessus, qui représente quoi? Le drapeau des pirates. Exactement. Qui représente le drapeau des pirates. Tantôt, je vous parlais d'histoire, qu'on ne connaît pas notre histoire, donc avant la présentation PowerPoint. Une autre chose qu'on ne sait pas, qui sont les premiers pirates qui ont utilisé le drapeau avec la tête de mort, le skull and bones, là, qu'ils appellent. C'était ceux parmi les Templiers qui avaient, donc les premiers, ceux qui travaillaient pour soit en France ou peu importe, ou en Écosse ou peu importe. Les premiers Templiers qui ont été rejetés de la France puis qu'ils ont été persécutés, sont partis, puis ils sont embarqués sur des bateaux, puis sont devenus les premiers pirates. Et le Skull and Bone, pourquoi? Parce que ça représente, parce que les autres, ils étaient convaincus qu'ils avaient trouvé le suaire de Jean le Baptiste. Puis les deux fémurs, puis le crâne représente la tête de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste s'est fait couper la tête. Donc, ouais, fait que c'est ça exactement. Donc, c'est donc les Templiers étaient convaincus d'avoir retrouvé le suaire de Jean le Baptiste, puis c'était leur emblème lorsqu'ils faisaient des méfaits pour se venger un peu qui avait été mis en marge de la société après avoir aidé tellement la société, comme étant les Templiers ou on appelle ça les croisades, ceux qui ont fait les croisades. L'autre partie de l'histoire est connue. Les hommes de caverne de la Bible, on continue. Le reste des Écritures nous dépeint les cavernes comme étant des abris temporaires, des caches pour les fuyards. On a vu ça un petit peu avec Lot dernièrement. Des lieux de rassemblement pour brigands. Ainsi donc, les hommes de caverne ne sont pas des chaînons manquants de l'évolution humaine, mais plutôt des hommes à part entière, contemporains, probablement de Job, probablement d'Abraham, qui vivait plus ou moins 200 ans. Les influences qui ont poussé Darwin et qui ont fait de lui le père de la théorie de l'évolution des espèces, son livre et ses autres ouvrages devraient déjà être perçus par la communauté scientifique comme étant les éléments d'une période ironique de notre histoire. C'est pas le cas. C'est encore le départ de ce que lui a fait qui alimente encore un peu quelque chose qu'on vit aujourd'hui, mais ça devrait plus être comme ça. On devrait être, scientifiquement, on est assez avancé pour réaliser qu'il n'y avait pas de fondement à ça, que c'était n'importe quoi, puis qu'il était complètement dans le champ, dans l'erreur. Mais non, comme on a commencé là-dessus, on continue là-dessus, c'est ce que ça explique. Nous possédons aujourd'hui tellement d'évidences scientifiques, ne serait-ce qu'au niveau cellulaire, que s'il fallait que les études de Darwin et le darwinisme soient proposées de nos jours comme étant quelque chose de nouveau, ceux-ci feraient les frais d'une moquerie par la communauté scientifique. Mais c'est pas ça qui se passe présentement. Pourquoi qu'on ne voit pas ça arriver? Donc, Jésus qui bouffe Darwin. Le néo-darwinisme ayant été la motivation motrice derrière des années d'études et d'investissements financiers de masse. Donc, voyez-vous, le problème, c'est qu'on investit tellement de temps et d'argent là-dedans qu'on ne veut pas dire qu'on a tort. Donc, il y a eu des investissements financiers de masse. Ça fait en sorte qu'on ne peut pas rejeter ça. La communauté scientifique ne peut pas rejeter ça parce que c'est un paradigme qui est déjà accepté. Fait qu'on ne peut pas virer en arrière. On a trop fait d'efforts par en avant pour avouer et admettre qu'on s'est trompé. Parce que la théorie d'évolution n'est rien d'autre qu'une forme d'idolâtrie humaniste. Parce que l'autre option, c'est de dire, on s'est trompé, ça c'est quoi l'autre option? Parce que ça a discrédité Dieu puis la Bible tout le long. Fait que l'autre option, c'est reviens aux Écritures, reviens à la Bible. Le problème, c'est que dans le temps de Darwin, plusieurs communautés chrétiennes étaient complètement dans le champ, et étaient racistes aussi. Fait qu'ils avaient tort, eux autres aussi, dans leur dévotion. Romains 1, 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. L'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, théorie d'évolution. Peut-être, hein? Peut-être. Hein? Évolution. That's all, folks. On s'en reparle la semaine prochaine là-dessus. Good?